Un père célibataire adopte deux pauvres petites jumelles. À l'école, on les convoque pour résoudre un problème de maths pour plaisanter, mais leur intelligence choque toute l'école. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Comme toujours, Grant tendit le bras dans l'obscurité, trouva le bouton et fit taire le bruit irritant qui l'arrachait à un sommeil sans rêve. Sa routine l'attendait, implacable et prévisible. Café noir, douche rapide, costume italien sur mesure, cravate en soie. 42 ans, ingénieur civil et propriétaire de Morrison Construction, Grant Morrison menait une vie valant des millions, mais se sentait désespérément vide. Lundi, réunion avec les investisseurs, mardi, inspection de chantier, mercredi, clôture de contrat. Une série interminable de jours qui se ressemblaient tous. Mais ce jeudi matin-là, quelque chose était différent. Une douleur familière, mais plus aiguë, s'installa dans sa poitrine alors qu'il traversait le salon de son Penthouse et vit la photo encadrée sur l'étagère en acajou. L'image le montrait avec Nora, sa fille de 8 ans, lors d'un des rares week-ends qu'il avait réussi à prendre. Elle souriait, brandissant un diplôme d'honneur, les bras autour de son cou. C'était il y a 2 ans, à l'époque où ils formaient encore une famille. Maintenant, Nora vivait de l'autre côté du pays, dans une ville plus petite de la côte, avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci. Un homme qui savait probablement quelles étaient ses matières préférées à l'école, quels dessins animés elle regardait, quels étaient ses rêves et ses peurs, des choses que Grant n'avait jamais pris le temps de découvrir. Grant prit son téléphone, un instant, envisagea de composer le numéro qu'il utilisait rarement, mais il était 6h15 sur sa côte, ce qui signifiait 9h15 là-bas. Nora serait à l'école et son ex-partenaire, Sarah, avait clairement indiqué que les appels impromptus perturbaient la routine de leur fille. Au lieu de cela, il ouvrit l'application de messagerie et lança l'audio qu'il gardait précieusement depuis des mois. La voix de Nora, douce mais s'éloignant un peu plus à chaque écoute, résonna dans l'appartement silencieux. « Salut papa. J'espère que tu vas bien et que les affaires marchent. Je voulais te dire que j'ai gagné le concours de sciences de l'école. Mon projet sur l'énergie solaire a eu la première place. Maman a dit que tu serais fier, mais que tu es très occupé en ce moment. Peut-être que tu pourras m'appeler quand tu auras le temps. J'ai beaucoup de choses à te raconter. » Les mots « quand tu auras le temps » le transpercèrent comme une lame. Grant se souvint de leur dernière conversation téléphonique, environ un mois plus tôt, lorsqu'il avait dû raccrocher au milieu parce qu'un client important était sur l'autre ligne. Nora avait commencé à lui parler d'un projet scolaire, et il avait bredouillé quelque chose à propos de la rappeler. Il ne l'avait jamais fait. Maintenant, seul dans ce Penthouse surplombant la baie, Grant se demandait quand il était devenu ce genre de père dont la fille devait prendre rendez-vous pour lui parler. L'ascenseur privé le mena directement au garage souterrain où l'attendait sa BMW série 7 noire. Durant tout le trajet jusqu'au bureau, il fut au téléphone avec des architectes, discutant des détails d'un projet d'une valeur de 80 millions de dollars. Chez Morrison Construction, qui occupait 3 étages entiers d'un immeuble du quartier financier de la ville, les heures s'éternisèrent en réunion sur des contrats, des tours résidentielles, des centres commerciaux, tout cela très rentable, tout cela très important pour maintenir l'empire qu'il avait bâti. Dans l'après-midi, son associé, Marcus, mentionna nonchalamment ses plans pour le week-end. « On emmène les enfants au zoo. La petite Sarah a hâte de voir les pandas. Et toi, Grant, des plans spéciaux ?» Grant marmonna quelque chose à propos de l'examen de proposition commerciale. Marcus hocha la tête avec l'expression polie de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse. À 19h30, il se dirigea enfin vers le garage. Le chemin du retour était toujours le même. Le long de l'avenue principale, à travers le quartier financier, devant les restaurants chers où il dînait parfois seul, et devant les immeubles résidentiels de luxe où vivaient des gens comme lui, réussis, occupés et foncièrement seuls. Mais cette nuit-là, un long feu rouge l'obligea à s'arrêter à un carrefour qu'il franchissait habituellement à toute vitesse. C'est alors qu'il les vit. De l'autre côté de la rue, près de l'entrée d'une station de métro, 2 petites filles étaient assises sur une boîte en carton retournée. Devant elles, sur un plateau improvisé, des rangées bien ordonnées de bonbons colorés et quelques barres chocolatées. Grant n'était pas le genre d'homme à remarquer les enfants dans la rue. Vivant seul depuis 2 ans, il avait développé une sorte de cécité sélective à tout ce qui n'était pas lié aux affaires. Mais il y avait quelque chose chez ces 2 fillettes qui le firent tourner à droite au lieu d'aller tout droit lorsque le feu passa au vert. Il gara la BMW quelques rues plus loin et revint sur ses pas. Les filles étaient identiques, cheveux châtain foncé, en désordre et sales, vêtues de vêtements autrefois colorés mais maintenant tachés et déchirés,
avec des chaussures usées protégeant à peine leurs petits pieds. Elles ne paraissaient pas avoir plus de 6 ans, pourtant il y avait un sérieux et une lassitude dans leurs yeux qui ne correspondaient pas à leur âge, le regard de ceux qui connaissaient la rue, la faim, la peur. « Combien les bonbons ?» demanda Grant en s'arrêtant devant le plateau. Les deux se regardèrent rapidement, une communication silencieuse que seules les jumelles développent. « $1 pièce, dit la fille de gauche d'une voix claire. Les barres chocolatées sont à $3. Grant fureta dans son portefeuille. « Je vais prendre 2 barres chocolatées. » Tandis qu'une des filles mettait soigneusement les sucreries de côté, l'autre l'observait avec une curiosité qui lui rappelait Nora quand elle était plus petite. La même façon directe d'observer les adultes. « Vous travaillez dans ces grands immeubles ?» demanda-t-elle en pointant le quartier financier. « Oui. Je suis ingénieur. » La fille qui avait choisi le chocolat lui tendit le sac. « Merci, monsieur. » Grant prit la monnaie qu'elle lui offrait, mais quelque chose le fit hésiter. « Comment vous appelez-vous » ? « Je m'appelle Wheeler, » répondit la première fille. « Et voici Junie. Nous sommes sœurs jumelles. » Grant sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. 2 filles, presque du même âge que Nora. Un instant, il imagina sa propre fille dehors, seule, sans défense. La douleur était presque physique. « Et vous êtes toute seule ici ?» Elles échangèrent de nouveau un regard. Wheeler répondit prudemment, « On s'occupe de nous. On est responsable. » Il y avait une attitude défensive dans la réponse qui fit regretter sa question à Grant. Il hocha la tête et s'éloigna, mais ne put s'empêcher de regarder en arrière. Elles réorganisaient déjà leur plateau avec soin. Dans sa voiture, Grant mangea une des barres chocolatées. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête sa rencontre avec les fillettes. La façon dont elles prenaient soin l'une de l'autre, comment Wheeler parlait automatiquement pour les deux. Cela lui rappelait comment Nora avait l'habitude de se cacher derrière lui quand elle était timide. De retour aux Pentouzes, il essaya de se concentrer sur les rapports financiers, mais ses pensées revenaient sans cesse à ses 2 filles. Où dormaient-elles ? Qui s'occupait d'elles ? L'image de ses 2 enfants se mêlait au souvenir de Nora, de l'époque où elle était petite et l'attendait à la porte quand il rentrait du travail. Le lendemain matin, Grant quitta le bureau tôt. Il dit à sa secrétaire qu'il avait une réunion à l'extérieur, mais en vérité, il se rendit à l'endroit où il avait trouvé les filles. Elles étaient là, dans la même position, mais cette fois, le plateau contenait de petites fleurs en papier faites à la main. « C'est vous qui avez fait ces fleurs ?» demanda-t-il en s'approchant. « C'est Junie qui les a faites » répondit fièrement Wheeler. « Elle est très douée de ses mains. » Junie sourit timidement, un sourire qui illumina son petit visage sale. C'était le même genre de sourire timide que Nora avait quand Grant louait ses dessins. « Combien coûte-t-elle » ? $5 pièce. Grant acheta 3 fleurs et leur donna un généreux pourboire. « Elles sont très jolies. »« Vous avez des enfants ?» demanda soudain Wheeler. La question le prit au dépourvu. « J'ai une fille, mais elle vit très loin. »« Elle vous manque ?» demanda Junie avec une franchise enfantine. Grant sentit sa poitrine se serrer. « Beaucoup. Tous les jours. » Il regarda les 2 filles, un instant, vit Nora en elle. « Et vous, quelqu'un vous manque ?» « Quelqu'un nous manque aussi, » dit Wheeler à voix basse. « Qui ?»« Notre maman. » Le silence qui suivit fut lourd. « Elle. Où est-elle maintenant ?» Ce fut Junie qui répondit, « Elle est morte. Elle est tombée très malade et n'a pas pu guérir. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Junie l'avait dit, si simple, si dévastateur d'honnêteté, qui lui rappela la façon dont Nora parlait quand elle était plus jeune. « Qui s'occupe de vous maintenant ?» « On s'occupe de nous-mêmes, » répondit Wheeler avec détermination. Mais Grant remarqua la saleté sous ses minuscules ongles. « On dort ou on peut trouver un endroit sûr ? » « Où dormez-vous » Junie désigna vaguement une ruelle voisine. « Parfois sous le pont, parfois dans le parc. Ça dépend d'où la police ne nous dérangera pas. » Grant sentit un froid s'installer dans son estomac. 2 enfants de 6 ans dormant dans la rue. « Et quand il pleut, on se cache où on peut, » répondit simplement Junie. « Vous avez mangé aujourd'hui » ? « Oui, » répondit Wheeler. Mais Grant remarqua comment elle déglutit difficilement. « Et si on allait à ce restaurant là-bas » Elles hésitèrent. Wheeler regarda le plateau de bonbons, inquiète de laisser leur travail. « Vous pouvez apporter le plateau. On le gardera dans ma voiture. » Au restaurant, Grant observa le comportement des filles et sentit son cœur se serrer. Wheeler coupa la moitié de son sandwich et l'offrit à Junie, un acte qui lui rappela comment Nora partageait sa glace avec lui quand elle était petite.
vous prenez vraiment bien soin l'une de l'autre, commenta Grant. On n'a que l'une et l'autre, répondit Wheeler avec un sérieux qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait posséder. Et y a-t-il quelqu'un qui vous aide parfois? Madame Martinez dirige un endroit où les enfants peuvent parfois rester, dit Junie. Mais on ne peut pas toujours y aller. Grant sentit son cœur se briser. Et vous n'avez personne d'autre, aucun parent? Non, dit doucement Wheeler. C'était juste maman et nous, et maintenant, c'est juste nous. Quand ils retournèrent à leur lieu de vente, Grant acheta d'autres fleurs et bonbons. Il leur dit au revoir, mais il ne put se concentrer sur ses réunions de l'après-midi. Cette nuit-là, seul dans son pantouse de 5 chambres, Grant réécouta le message vocal de Nora. Pour la première fois, il pouvait imaginer d'autres voix d'enfants emplissant ce silence mortel, les voix de 2 filles qui avaient besoin de quelqu'un autant qu'il avait besoin de se sentir à nouveau nécessaire. Il regarda son immense appartement, assez d'espace pour une famille entière, gaspillé par la solitude d'un homme qui avait oublié comment être père. Et maintenant, il y avait 2 enfants dormant dans la rue alors qu'il avait des chambres vides et un besoin croissant de combler le vide que Nora avait laissé derrière elle. Lundi, il retourna au même endroit. Les filles étaient là, mais quelque chose n'allait pas. Junie avait une égratignure au bras, et toutes 2 semblaient plus sales et plus épuisées. Wheeler tremblait légèrement. La nuit avait été froide. Où avez-vous dormi la nuit dernière? Sous le pont, répondit Wheeler. Mais il y avait des hommes ivres, alors on a dû partir au milieu de la nuit. Et puis on est resté éveillé dans le parc jusqu'au lever du soleil, dit Junie en se frottant les yeux fatigués. Grant resta avec elle pendant 1 heure, parlant de petits rêves. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit utile, nécessaire. Les filles écoutaient tout ce qu'il disait avec une attention que Nora ne lui accordait plus. Elles dépendaient de lui, attendaient son arrivée avec impatience, semblaient heureuses quand il se montrait. Il apprit que Wheeler voulait être médecin pour aider les malades comme sa maman, et que Junie rêvait d'avoir une maison avec un jardin pour planter de vraies fleurs. Des rêves simples qui faisaient écho aux rêves que Nora avait autrefois partagés avec lui. Quand il se leva pour retourner au bureau, il portait quelque chose de complètement nouveau dans sa poitrine. Il voyait en elle des reflets de sa propre fille, la connexion qu'il avait négligée. Mais plus que cela, il voyait une opportunité d'être pour elle le père qu'il n'avait pas réussi à être pour Nora, une chance de recommencer, de combler à la fois leur vide et le sien. Mardi, il revint. Et mercredi, et jeudi. Chaque jour, Grant achetait plus de bonbons et de fleurs qu'il n'en avait besoin, laissant toujours de généreux pourboires. Les filles commençaient à sourire en le voyant approcher, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la joie d'être attendu, d'être important dans la vie de quelqu'un. Il découvrit que Wheeler était la plus pragmatique, calculant toujours combien d'argent il leur fallait. Junie était plus rêveuse, créant toujours de nouvelles fleurs, imaginant toujours ce que ce serait d'avoir une vraie famille. Et Grant commença à imaginer aussi. Il imagina ce que ce serait d'apprendre à Wheeler à faire du vélo, comment Junie réagirait en ayant une chambre rien qu'à elle. Ce que ce serait d'avoir 2 petites filles courant dans les couloirs de son pantouse, remplissant cet espace vide de vie et de rire. Le vendredi de la 2e semaine, alors qu'il leur disait au revoir, Junie demanda timidement « Vous revenez lundi ?» Oui, répondit-il, sentant son cœur se serrer devant l'espoir dans ses yeux. C'est bien, murmura Wheeler, et le petit sourire qu'elle lui adressa combla un peu du vide qu'il portait depuis le départ de Nora. Grant rentra chez lui cette nuit-là, sachant que quelque chose de fondamental avait changé. Ces 2 filles remplissaient un espace dans son cœur qu'il croyait mort. Elles le faisaient se sentir nécessaire, important, aimé d'une manière simple et authentique qu'il avait oublié être possible. 2 jumelles avaient besoin de plus que sa générosité occasionnelle. Elles avaient besoin d'un foyer, de sécurité, de quelqu'un pour les aimer inconditionnellement. Et il avait besoin d'elles autant qu'elles avaient besoin de lui. Il avait besoin de combler le vide que Nora avait laissé, de se sentir à nouveau père, d'avoir une raison de rentrer chez lui autre que le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, Grant se demanda s'il pouvait être exactement ce dont elles avaient besoin, et si elle pouvait être exactement ce que sa vie vide désirait désespérément. Grant n'aurait jamais imaginé que 3 semaines puissent sembler une éternité. Après avoir décidé de demander la garde des filles, chaque jour avait été une course contre la montre et la bureaucratie. Entretien avec les travailleurs sociaux, inspection du pantouse, vérification des antécédents, examens médicaux, cours obligatoires sur la garde d'enfants. Grant aborda chaque étape avec la même détermination qu'il appliquait à ses projets les plus complexes, mais cette fois, les résultats importaient bien plus que n'importe quel contrat.
La dernière visite de l'assistante sociale, Madame Chen, avait eu lieu l'après-midi précédent. Elle avait parcouru chaque pièce du pantouse d'un œil critique, vérifiant si l'endroit convenait à 2 enfants. Grant observait anxieusement pendant qu'elle prenait des notes sur son porte-bloc, examinant les verrous de sécurité aux fenêtres qu'il avait installés, les produits de nettoyage rangés dans des placards fermés à clé, la trousse de premier secours bien garnie dans la cuisine. « Monsieur Morrison, dit-elle enfin, compte tenu de votre situation financière stable, de l'adéquation de votre résidence et du lien évident que vous avez développé avec Wheeler et Junie, je recommande l'approbation de la garde temporaire. Vous recevrez les documents officiels demain. » Grant dut s'asseoir. Après tant de semaines d'incertitude, de nuits blanches à imaginer les filles exposées au froid et au danger, il pouvait enfin les sortir de la rue. Ce vendredi matin, il se tenait à l'entrée de la station de métro où il les rencontrait tous les jours, tenant les papiers officiels dans une pochette en cuir. Wheeler et Junie étaient à leur place habituelle, le plateau de bonbons soigneusement disposé devant elles. Mais quelque chose dans leur visage semblait différent, plus tendu, comme si elles sentaient que quelque chose allait changer. « Bonjour les filles, dit Grant en s'approchant prudemment. « Bonjour, répondirent-elles à l'unisson. Mais Junie se recroquevilla légèrement derrière sa sœur. Grant prit une profonde inspiration. Au cours des dernières semaines, il avait répété cette conversation des dizaines de fois, mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient inadéquats. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, » commença-t-il en s'asseyant sur la chaise en plastique qui était devenue sa place habituelle. « Vous savez que je tiens beaucoup à vous, n'est-ce pas ?» Elles hochèrent toutes les deux la tête mais restèrent silencieuses. « Et vous savez que je n'aime pas l'idée que vous dormiez dans la rue, surtout quand il fait froid ou quand il y a des gens dangereux. » « On s'occupe plutôt bien de nous, » dit Wheeler automatiquement, bien que sa voix manquât de sa conviction habituelle. « Je sais que oui. Vous êtes toutes les deux très courageuses et responsables. » Mais Grant marqua une pause, cherchant les mots justes. « Et si je vous disais que vous n'avez plus à vous occuper de vous-même » Junie pencha la tête, curieuse, mais Wheeler fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Grant ouvrit la pochette et leur montra les documents. « J'ai obtenu la permission de m'occuper de vous officiellement. Ça veut dire que vous pouvez venir vivre avec moi, avoir vos propres chambres, aller à l'école et ne plus avoir à vendre des bonbons dans la rue pour manger. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 2 filles échangèrent cette communication silencieuse de jumelles. Mais cette fois, Grant pouvait lire clairement leurs expressions, désir, peur, méfiance, espoir, tout cela mêlé en un enchevêtrement émotionnel qui lui brisait le cœur. « Pour combien de temps ?» demanda enfin Wheeler, toujours la pragmatique. « Pour toujours si vous voulez, mais pour l'instant, c'est temporaire, pour voir si on s'entend bien en vivant ensemble. » « Et si on ne s'entend pas ?» La voix de Junie était presque un murmure. Grant sentit une boule dans sa gorge. « Alors, on trouvera une meilleure solution. Mais je ne pense pas que ça se passera mal. Je veux vraiment m'occuper de vous. » Elles échangèrent un autre regard. Grant pouvait voir la bataille interne, la lutte entre le désir de sécurité et la peur de faire confiance à un autre adulte après tant de mois passés seuls. « On peut apporter nos affaires ?» demanda Junie en désignant le sac à dos usé qu'elle portait toujours. « Bien sûr, et on achètera aussi de nouvelles choses. Des vêtements, des jouets, des livres, tout ce que vous voudrez. »« Des jouets ?» répéta Wheeler, comme si c'était un concept étrange. « Vos enfants ?» dit doucement Grant. « Les enfants méritent des jouets. » Après quelques minutes supplémentaires d'hésitation et de questions pratiques où elles dormiraient, quel genre de nourriture elles auraient, si elles pourraient sortir quand elles voudraient, les filles acceptèrent de l'accompagner. Grant mit leur plateau de bonbons dans le coffre de la BMW, les aida à s'installer sur la banquette arrière. Elles refusèrent d'être séparées, insistant pour s'asseoir ensemble, et il roula vers le pantouse. Pendant le trajet, il les observa dans le rétroviseur, regardant par la fenêtre avec un mélange de fascination et d'appréhension. Lorsqu'ils entrèrent dans le parking de l'immeuble, Junie murmura quelque chose sur le fait que l'immeuble était très haut, et Wheeler demanda si les gens normaux avaient le droit de vivre dans des endroits comme ça. Dans l'ascenseur, Grant remarqua comment les filles s'accrochaient l'une à l'autre, clairement submergées par le changement soudain dans leur vie. Quand les portes s'ouvrirent directement sur le pantouse, elles restèrent immobiles un long moment, regardant simplement. « C'est notre maison maintenant, » dit Grant, essayant de paraître naturel malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Il les guida à travers le salon, leur montrant chaque zone, mais remarqua qu'elles restaient proches l'une de l'autre, touchant le moins de choses possible. C'était comme si elles craignaient que toucher quelque chose ne brise le sortilège et ne les renvoie dans la rue.
Vous voulez voir les chambres? Demanda Grant. Au cours des 2 dernières semaines, il avait transformé 2 des chambres inoccupées. Dans la première, il avait placé un lit à baldaquin rose pâle, un bureau blanc, des étagères remplies de livres pour enfants et une commode avec de nouveaux vêtements. La deuxième chambre était similaire, mais dans les tons lavande, avec du matériel d'art étalé sur la table et des origamis colorés suspendus au plafond. « Celle-ci est pour toi, Junie, dit Grant en ouvrant la porte de la chambre lavande. J'ai pensé que tu aimerais le matériel d'art. » Les yeux de Junie s'écarquillèrent, mais elle n'entra pas. Elle resta juste dans l'embrasure de la porte, comme si la pièce pouvait disparaître si elle bougeait trop vite. « Et celle-ci est pour toi, Wheeler. » Grant ouvrit la porte de la deuxième chambre. Wheeler resta également sur le seuil, mais Grant remarqua que son regard s'attardait sur les livres sur les étagères. « Vous pouvez changer tout ce que vous n'aimez pas, » ajouta-t-il rapidement, inquiet de leur silence. « Ce sont vos chambres maintenant. »« On peut dormir dans la même chambre ?» demanda Junie d'une petite voix. « Bien sûr, on peut rapprocher les lits, ou vous pouvez choisir une chambre à partager. »« Junie fait parfois des cauchemars, » expliqua Wheeler. « Je m'occupe d'elle. »« Et je m'occupe de Wheeler quand elle s'inquiète, » ajouta Junie. Grant sentit son cœur se serrer. « Alors, on trouvera un moyen pour que vous restiez toutes les deux ensemble et que vous vous sentiez en sécurité. » Elles décidèrent de rapprocher les 2 lits dans la chambre de Junie, qui était plus grande. Grant aida à déplacer les meubles, où pour la première fois depuis leur arrivée, les filles sourirent. De petits sourires hésitants, mais authentiques. Le reste de la journée se passa dans un mélange de prudence et de découverte. Grant leur montra comment tout fonctionnait dans la cuisine, leur fit comprendre qu'elles pouvaient manger tout ce qu'elles voulaient, à tout moment. Quand Wheeler demanda timidement si elle pouvait prendre un bain, Grant réalisa que cela faisait probablement des mois qu'elle n'avait pas eu accès à l'eau chaude. Bien sûr, il y a des serviettes propres dans le placard et du shampoing et du savon neuf dans la salle de bain. Elles prirent leur douche à tour de rôle, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir communiquer. Grant resta dans le salon, écoutant le bruit de l'eau qui coule et les rires étouffés occasionnels. Les premiers sont véritablement enfantins qu'il entendait d'elle. Quand elles sortirent du bain, en vêtements propres, les cheveux brillants et les joues roses, Grant faillit ne pas les reconnaître. Elles n'étaient vraiment que 2 petites enfants, malgré la maturité forcée que la vie dans la rue leur avait imposée. Au dîner, Grant prépara des spaghettis à la sauce tomate, quelque chose de simple qu'il espérait qu'elles aimeraient. Elles mangèrent lentement, partageant encore automatiquement tout, mais il remarqua le petit hoquet de plaisir de Junie lorsqu'elle goûta la sauce maison. « C'est bon ?» demanda-t-il. « Vraiment bon ?» répondit Junie, et pour la première fois, elle le regarda dans les yeux en parlant. Après le dîner, elles insistèrent pour aider à faire la vaisselle. Grant les regarda travailler en parfaite synchronisation, Wheeler lavant, Junie séchant, se parlant doucement. Le son de leur voix résonnant dans la cuisine créa une atmosphère que le Penthouse n'avait jamais connue, celle d'un foyer, d'une famille. Plus tard, alors qu'il les bordait, elles avaient choisi des pyjamas assortis dans le tiroir plein de nouveaux vêtements. Junie demanda, « Grant. »« Oui. Tu ne vas pas changer d'avis demain, n'est-ce pas ?» Grant s'assit sur le bord du lit et regarda les 2 filles blotties l'une contre l'autre. « Non, Junie. Je ne vais pas changer d'avis. Vous êtes en sécurité ici. »« Et si on casse quelque chose ?» demanda Wheeler. « Les choses peuvent être remplacées ou réparées. Vous 2 êtes bien plus importantes que n'importe quel objet. » Il resta avec elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment, observant comment leur visage se détendait, peut-être pour la première fois depuis des mois. Quand il quitta enfin la chambre, laissant la porte entr'ouverte comme elle l'avait demandé, Grant se rendit au salon. Le Penthouse semblait différent. Ce n'était pas seulement les jouets éparpillés ou les petits vêtements séchants dans la salle de bain. Il y avait quelque chose de plus profond, une nouvelle énergie, une vie qui n'avait jamais existé là auparavant. Pour la première fois depuis des années, sa maison ressemblait vraiment à un foyer. Grant s'assit sur le canapé et regarda autour de lui dans le salon. De petits signes de la présence des filles étaient partout. Leur sac à dos usé, soigneusement placé dans un coin. Un dessin que Junie avait fait dans l'après-midi, collé sur le réfrigérateur. La faible odeur de shampoing pour enfants qui flottait encore dans l'air. Il songea à appeler quelqu'un pour partager ce changement monumental, mais réalisa qu'il n'avait personne. Marcus penserait probablement qu'il avait perdu la tête. Sarah, eh bien, Sarah serait surprise, mais aussi préoccupée par ses motivations. Et Nora était loin, vivant sa propre vie avec des gens qui comptaient vraiment pour elle au quotidien. Non, ce moment n'était que pour lui et les filles.
Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau, sans avoir besoin de validation externe. Grant se leva et se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre des filles. Elles dormaient profondément, le bras de Wheeler protecteur autour de Junie, toutes deux avec des expressions plus paisibles qu'il ne leur avait jamais vues. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas besoin de dormir d'un œil, craignant le danger. Il resta là quelques minutes, observant leur respiration douce, écoutant les petits soupirs occasionnels. C'était un son que sa maison n'avait jamais connu, le son d'enfants dormant en sécurité. Grant ferma doucement la porte et retourna au salon, où il s'assit à nouveau sur le canapé. Le silence était différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Il n'était pas vide ou oppressant. Il était rempli de possibilités, d'espoir, d'une responsabilité qui à la fois l'effrayait et le comblait. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas vide. Il était rempli de possibilités, de secondes chances, du début d'une famille en train de se former. Grant sourit dans l'obscurité et se dirigea vers sa propre chambre, sachant que demain serait le premier jour d'une vie complètement nouvelle pour eux tous. Grant avait fait des recherches minutieuses avant de choisir Westbrook Academy. L'école privée avait une excellente réputation, des installations modernes et un programme académique rigoureux qu'il pensait parfait pour deux filles intelligentes comme Wheeler et Junie. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'était la manière dont les enfants de familles établies accueilleraient deux filles dont le passé était si différent du leur. Le lundi matin, 3 semaines après que les filles eurent emménagé dans le Penthouse, Grant les accompagna à l'école. Elles portaient de nouveaux uniformes, blazer bleu marine, jupes plissées et chaussures noires brillantes. Mais il y avait toujours une tension visible dans leurs épaules, une prudence qu'il espérait voir disparaître avec le temps. « Tout ira bien », dit-il en s'agenouillant à leur hauteur devant le portail de l'école. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, demandez simplement à quelqu'un de m'appeler, d'accord ?» Wheeler hocha la tête, toujours la plus calme des deux. Mais Grant remarqua qu'elle serrait un peu plus fort la main de Junie. « Et si personne ne veut jouer avec nous ?» demanda Junie, sa voix empreinte d'une inquiétude qui brisait le cœur de Grant. « Alors vous jouerez ensemble, comme vous l'avez toujours fait, répondit-il doucement. Mais je suis sûr que vous vous ferez des amis. Vous êtes toutes les deux des filles spéciales. » Il les regarda marcher vers le bâtiment principal, leur nouveau sac à dos se balançant sur leurs petites épaules, ressentant un pincement d'inquiétude qu'il tenta d'ignorer. Ils avaient parlé de l'école, de la différence que ce serait par rapport à la vie dans la rue. Mais peut-être ne les avait-il pas suffisamment préparés, ni lui-même, à tous les défis à venir. La première semaine se passa sans incident majeur. Les filles rentraient tranquillement à la maison. Quand Grant leur demandait comment s'était passée leur journée, elles donnaient des réponses générales, c'était bien. Les professeurs sont gentils. La nourriture de la cafétéria est bonne. Il attribua leur réserve à une période d'adaptation naturelle. C'est au cours de la 2e semaine que les choses commencèrent à changer. Grant le remarqua d'abord dans les petits détails. Junie, qui avait commencé à parler plus ouvertement à la maison, redevint silencieuse pendant le dîner. Wheeler, toujours organisée, commença à mettre plus de temps à préparer son sac à dos le matin, comme si elle redoutait d'aller à l'école. Mercredi, il trouva Junie pleurant silencieusement dans la salle de bain avant de se coucher. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demanda Grant en s'asseyant par terre à côté d'elle. « Rien, marmonna-t-elle. Mais ses larmes disaient autre chose. « Junie, tu peux tout me dire. Je te promets que j'essaierai d'aider. » Elle le regarda avec ses grands yeux tristes. « Ce sont juste des filles à l'école qui ont dit des choses. » « Quel genre de choses ? » Elles ont dit que Wheeler et moi sommes des filles de la rue et qu'on ne devrait pas être là. Elles ont dit que tu t'occupes de nous seulement parce que tu as pitié de nous. Grant sentit une colère froide monter en lui. « Junie, regarde-moi. Je ne m'occupe pas de vous par pitié. Je m'occupe de vous parce que je vous aime. Et ces filles ont tort. Vous avez tout à fait le droit d'être dans cette école, comme n'importe quel autre enfant. » Mais même en disant les mots justes, Grant savait que les enfants pouvaient être cruels d'une manière que les adultes imaginaient rarement. Vendredi, la situation dégénéra. Grant était au bureau quand il reçut un appel de l'école. C'était Madame Patterson, la directrice adjointe. « Monsieur Morrison, j'ai besoin que vous veniez chercher Junie plus tôt aujourd'hui. Il y a eu un incident pendant la récréation. » Quand Grant arriva à l'école, il trouva Junie assise à l'infirmerie, le visage taché de larmes et de la boue sur ses vêtements. Wheeler était à côté d'elle, lui tenant la main et lançant des regards furieux à quiconque s'approchait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Grant en s'agenouillant devant Junie. « Quelques filles de 5e année l'ont poussée dans la boue, » expliqua Wheeler,
la voix tremblante de colère. Elles ont dit qu'elles ne se lavent de toute façon pas, alors quelle différence ça faisait? Madame Patterson, qui avait accompagné Grant à l'infirmerie, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Nous avons déjà parlé avec les autres élèves impliqués. Elles ont été averties au sujet du harcèlement. Averties? Grant se tourna vers elle, essayant de contrôler sa rage. Ma fille a été humiliée et agressée, et elles ont juste eu un avertissement. Monsieur Morrison, je comprends votre inquiétude, mais nous devons suivre nos protocoles disciplinaires. Les filles impliquées viennent de familles importantes dans la communauté scolaire et les miennes non, interrompit Grant. Madame Patterson hésita, et dans cette hésitation, Grant vit la vérité. Pour elle, pour l'école, pour cette communauté, Wheeler et Junie seraient toujours ces filles de la rue qui l'avaient secourues. Elles ne seraient jamais vraiment acceptées. Grant ramena les filles à la maison plus tôt ce jour-là. Pendant le trajet, elles restèrent silencieuses sur la banquette arrière, et il pouvait sentir leur déception et leur douleur. À la maison, il leur prépara du chocolat chaud et s'assit avec elles à la table de la cuisine. « Je veux que vous me racontiez tout, dit-il doucement. Depuis le tout premier jour, n'omettez rien. » Ce qui suivit fut une cascade de petites cruautés qui s'étaient accumulées au fil des semaines, des enfants s'éloignant quand elles approchaient, des chuchotements sur le fait qu'elles sentaient différents ou paraissaient sales même après un bain, des commentaires sur le fait que Grant devait être payé par le gouvernement pour s'occuper d'elle, une exclusion systématique des groupes de jeu, des blagues sur le fait qu'elle savait probablement voler puisqu'elle vivait dans la rue. Chaque histoire était comme un coup de poing dans le ventre de Grant. Il pensait que donner aux filles accès à la meilleure éducation serait un cadeau, mais cela se transformait en une torture quotidienne. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» demanda-t-il quand elles eurent fini. « On ne voulait pas que tu sois en colère, » dit doucement Wheeler. « Et on pensait que peut-être, si on tenait bon, elles arrêteraient. »« Mais elles n'ont pas arrêté, » ajouta Junie. « Ça ne fait qu'empirer. » Grant sentit son cœur se briser. Il avait essayé de donner aux filles tout ce qu'elles n'avaient pas eu, sécurité, confort, opportunité, mais il les avait par inadvertance placées dans un environnement où on leur rappelait constamment qu'elles n'avaient pas leur place. « Je vais parler au directeur, » dit-il. « Je m'assurerai que ça cesse. »« Ça ne marchera pas, » dit Wheeler avec une sagesse triste. « Ils seront juste plus prudents pour que les adultes ne voient pas. » Grant savait qu'elle avait raison. Les préjugés étaient rarement vaincus par des réunions administratives. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, il resta dans le salon, sirotant du whisky et se sentant complètement perdu. Il avait affronté des négociations complexes et bâti un empire commercial à partir de rien, surmontant des défis qui semblaient impossibles. Mais il ne savait pas comment protéger deux petites filles de la cruauté désinvolte d'autres enfants. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, d'autres familles géraient leurs propres problèmes, d'autres enfants affrontaient leurs propres batailles. Mais cela ne rendait pas la situation de Wheeler et Junie moins douloureuse. Grant envisagea de les retirer de cette école et d'en trouver une autre. Mais il savait que le problème n'était pas unique à Westbrook Academy. Il était plus profond, lié à la façon dont la société voyait les enfants comme elle, à des préjugés qui existaient bien avant leur naissance. Il retourna à la table de la cuisine où 3 tasses de chocolat chaud avaient refroidi. La cuisine, qui était devenue le cœur de sa nouvelle maison, semblait soudain plus petite, alourdie par les larmes versées plus tôt. Grant lava lentement les tasses, le bruit de l'eau courante étant le seul bruit dans la maison silencieuse. Quand il eut fini, il s'essuya les mains et regarda autour de la cuisine, devenue le symbole de sa nouvelle vie de famille. 3 semaines plus tôt, il pensait que donner un foyer aux filles serait le plus grand défi. Maintenant, il réalisait que ce n'était que le début. Les protéger, non seulement physiquement mais émotionnellement, serait une bataille qui pourrait durer des années. Il monta doucement les escaliers et s'arrêta à la porte de la chambre des filles. Elles dormaient blotties l'une contre l'autre, comme elles le faisaient chaque fois qu'elles se sentaient anxieuses ou effrayées. Même dans leur sommeil, elles semblaient se protéger mutuellement d'un monde qui insistait pour leur rappeler qu'elles étaient différentes. Grant resta là longtemps, observant leur douce respiration, se promettant silencieusement de trouver un moyen de rendre leur vie meilleure. Il les avait sorties de la rue, mais il devait encore trouver quelque chose d'encore plus précieux, un endroit où elles pourraient vraiment appartenir. La frustration le suivit jusqu'à sa propre chambre, où il resta éveillé jusqu'à l'aube, planifiant des moyens de protéger 2 petites filles d'un monde apparemment déterminé à leur faire du mal simplement parce qu'elles avaient commencé leur vie dans des circonstances différentes. Aussi fort qu'il essayait,
Grant ne pouvait échapper à la pensée que peut-être l'amour seul ne suffisait pas à les protéger de tout. Et cette prise de conscience le hantait plus que n'importe quel cauchemar. La salle de classe de 3e année de Westbrook Academy était plongée dans l'accalmie typique d'un mardi après-midi. Madame Carvey, une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants attachés lâchement et aux lunettes toujours suspendues à une chaîne, observait ses élèves avec la patience de quelqu'un qui avait consacré 25 ans à l'enseignement. Wheeler et Junie étaient assises à leurs bureaux habituels, 2 rangées en arrière, près de la fenêtre, toujours ensemble si possible. Dans les semaines qui avaient suivi l'incident de la récréation, elles étaient devenues encore plus invisibles, ne parlant que lorsqu'on les interrogeait, évitant toute situation susceptible d'attirer une attention non désirée. « Très bien les enfants », dit Madame Carvey en tapotant légèrement le marqueur du tableau blanc sur le bureau. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent pendant notre cours de mathématiques. » Elle se tourna vers le tableau blanc et commença à écrire une séquence de nombres et d'opérations. La classe regarda avec un léger intérêt. Les mathématiques étaient généralement prévisibles, avec de simples problèmes d'addition et de soustraction adaptés aux enfants de 8 ans, mais ce que Madame Carvey écrivit fit froncer les sourcils à plusieurs enfants, confus. 84/12, x 15 plus, 144/32 à 1.5. C'est un problème normalement présenté à des élèves plus âgés, expliqua l'enseignante en se tournant vers la classe. Mais je crois que vous êtes tous plus capables que vous ne le pensez. Qui aimerait essayer de le résoudre ? La salle resta silencieuse. Certains enfants échangèrent des regards confus. Tommy Peterson, habituellement le premier à se porter volontaire, était clairement perdu. Madison Wright, la fille d'un des banquiers éminents de la ville, fixait le tableau comme si les chiffres étaient des hiéroglyphes égyptiens. « Personne ne veut essayer ?» demanda gentiment Madame Carvey. « Rappelez-vous, il n'y a aucun problème à faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer. » Alors, une petite main se leva timidement au fond de la classe. Wheeler avait levé la main, mais quand tous les regards se tournèrent vers elle, Grant put voir sa détermination faiblir. Junie lui murmura quelque chose d'encourageant et leva également la sienne. « Wheeler et Junie, » dit Madame Carvey, sincèrement surprise. « Vous aimeriez essayer ?» Certains enfants commencèrent immédiatement à chuchoter entre eux. Grant, qui avait été convoqué à l'école pour une réunion sur les progrès d'adaptation des filles, était assis discrètement au fond de la salle lorsque tout se passa. « Elles ne savent même pas faire de simples soustractions, » dit Madison à voix haute à son amie Sarah. « Comment vont-elles résoudre ça ? Je parie qu'elles vont juste se copier, » ajouta Tommy, suscitant des rires étouffés de quelques autres. Madame Carvey frappa une fois dans ses mains, faisant taire la classe. « Silence, s'il vous plaît. Wheeler et Junie, venez au tableau. » Les 2 filles se levèrent lentement. Grant pouvait voir la tension dans leurs petites épaules, comment elles se soutenaient mutuellement simplement en étant côte à côte. Lorsqu'elles atteignirent le tableau, Madame Carvey tendit à chacune un marqueur. « Vous pouvez travailler ensemble ou séparément, comme vous préférez, » dit l'enseignante. Wheeler prit le marqueur et regarda le problème. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, elle resta immobile, et Grant craignit qu'elle n'abandonne sous le poids des regards moqueurs de la classe. Puis quelque chose changea. Wheeler se redressa, comme si un déclic s'était produit dans son esprit, et commença à écrire. D'abord, elle mit chaque partie de l'équation entre parenthèses, la décomposant en morceaux plus petits. 84/12 égale 7. La classe était silencieuse maintenant, observant avec une curiosité croissante. 7x 15 égale 105. Pendant que Wheeler travaillait sur la première partie, Junie commença la seconde partie de l'équation. 144/32 égale 4.5. Puis 4.5, 1.5 égale 3. Elles travaillaient en parfaite synchronisation, comme si elles pouvaient lire les pensées l'une de l'autre. Wheeler écrivit le résultat de la première partie, Junie écrivit le second, puis ensemble, elles complétèrent. 105 plus 3 égale 108. Quand elles eurent fini, elles se tournèrent vers la classe. Le silence était total. Même les chuchoteurs habituels n'avaient rien à dire. Madame Carvey vérifia les calculs, son expression passant de la surprise à l'admiration. « Parfait, » dit-elle, une émotion sincère dans la voix. « Absolument parfait. Non seulement la réponse est correcte, mais la méthode que vous avez utilisée, décomposer l'équation en parties plus petites, est exactement ce que j'attendrais d'élèves beaucoup plus âgés. » L'enseignante se tourna vers le reste de la classe. « Les enfants, ce que Wheeler et Junie viennent de nous montrer, ce n'est pas seulement une connaissance mathématique, mais une pensée logique avancée.
Elles ont compris qu'un problème complexe peut être résolu en le divisant en morceaux plus gérables. Grant sentit sa gorge se serrer. Il avait toujours soupçonné que les filles étaient spéciales, mais les voir là, maîtrisant un concept clairement au-delà du niveau de la classe, fut une révélation. « Où avez-vous appris à faire ça ?» demanda gentiment Madame Carvé. Wheeler et Junie échangèrent un regard. Junie répondit d'une voix basse mais claire, « Notre maman nous a appris à décomposer les gros problèmes en petits morceaux. » Elle disait, « Tout ce qui est difficile devient plus facile si on sait bien le diviser. » Votre mère était très sage, dit chaleureusement Madame Carvé. Et vous deux, vous êtes très intelligentes. Pour la première fois depuis leur arrivée à Westbrook Academy, les expressions sur les visages des autres enfants n'étaient ni moqueuses ni dédaigneuses. Elles étaient sincèrement surprises et dans certains cas, respectueuses à contre-cœur. Lorsque Wheeler et Junie retournèrent à leur bureau, l'atmosphère dans la pièce avait légèrement changé. Les conversations chuchotées ne portaient plus sur les filles de la rue, mais sur la façon dont elles venaient de résoudre un problème que personne d'autre ne pouvait même commencer. Madame Carvé poursuivit la leçon, mais Grant remarqua qu'elle adressait parfois des questions plus difficiles à Wheeler et Junie, et comment elle répondait avec une confiance croissante à chaque fois. À la fin du cours, Grant vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Certains enfants s'attardèrent, regardant Wheeler et Junie avec curiosité plutôt qu'avec l'hostilité habituelle. Ce n'était pas encore l'acceptation, mais c'était le début de quelque chose de différent. Madame Carvé s'approcha de Grant une fois la pièce vide. « Monsieur Morrison, pourriez-vous m'accorder quelques minutes? J'aimerais beaucoup vous parler de Wheeler et Junie. » Grant hocha la tête, le cœur battant légèrement. Les discussions avec les enseignants n'avaient pas été positives ces dernières semaines. « Monsieur Morrison, » commença Madame Carvé en rangeant quelques papiers sur son bureau. « Je dois être honnête avec vous. Quand les filles sont arrivées, j'étais préoccupé. Non pas parce qu'elles étaient différentes, mais parce que je ne savais pas comment les intégrer correctement. » Grant sentit une oppression familière dans son estomac. « Mais aujourd'hui, continua-t-elle, elles m'ont complètement stupéfaite. Et ce n'était pas la première fois. Je les observe depuis des semaines, et quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. » « Extraordinaire ?» Madame Carvé s'assit sur sa chaise et fit signe à Grant de faire de même. « Monsieur Morrison, en 25 ans d'enseignement, j'ai rarement vu des enfants avec la capacité intellectuelle que Wheeler et Junie ont démontrée. Je ne parle pas seulement des mathématiques. C'est la façon dont elles traitent l'information, font des liens, résolvent des problèmes. » Elle ouvrit un dossier et montra à Grant certains travaux des filles. « Regardez cette rédaction que Junie a écrite sur la famille. La profondeur émotionnelle, la structure, le vocabulaire. C'est des années en avance sur ce que j'attendrais d'une enfant de 6 ans. Et ce projet scientifique que Wheeler a présenté sur la croissance des plantes. Elle a non seulement saisi le concept de base, mais l'a lié aux mathématiques, à la géographie et même à l'économie. » Grant examina les papiers, ressentant un mélange de fierté et d'étonnement. « Ont-elles toujours été comme ça ? Je le soupçonne, mais elles n'ont probablement jamais eu l'occasion de le montrer pleinement auparavant. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas seulement l'intelligence brute, mais la maturité de leur pensée. Elles abordent les problèmes comme de petites scientifiques. » Madame Carvé se pencha en avant, son expression sérieuse. « Monsieur Morrison, ces filles ont besoin d'une stimulation supplémentaire. Le programme scolaire ordinaire, même dans une école comme la nôtre, ne les mettra pas suffisamment au défi. Elles ont besoin de matériel avancé, de projets complexes, d'opportunités pour explorer leur curiosité naturelle. Que suggérez-vous ? D'abord, des livres. Beaucoup de livres, de différents niveaux de difficulté. Pas seulement des livres pour enfants, mais du matériel qui les stimule intellectuellement. Ensuite, envisagez des activités extrascolaires qui favorisent la pensée critique, échecs, club de sciences, peut-être même une introduction à la programmation. » Grant nota mentalement tout cela. « Plus important encore, » ajouta Madame Carvé, « continuez à leur parler d'idées complexes. Elles absorbent l'information comme des éponges, mais plus que cela, elles veulent comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent comme elles le font. Pensez-vous qu'elles pourraient être considérées comme surdouées ? » Madame Carvé marqua une pause. « Monsieur Morrison, je ne peux pas poser de diagnostic officiel, mais d'après ce que j'ai observé, je dirais que c'est très probable. Je vous recommande vivement de demander une évaluation psychopédagogique appropriée, non pas pour les étiqueter, mais pour mieux comprendre comment soutenir leur développement. » Grant sentit quelque chose s'agiter en lui.
un mélange de fierté, de responsabilité et quelque chose de plus profond. Madame Carvé, puis-je vous demander, après ce qui s'est passé aujourd'hui, comment pensez-vous que les autres enfants réagiront? L'enseignante sourit pour la première fois de leur conversation. Les enfants respectent la compétence, Monsieur Morrison. Cela peut prendre du temps, mais ce qui s'est passé aujourd'hui a planté une graine. Pour la première fois, les autres enfants ont vu Wheeler et Junie non pas comme différentes de manière négative, mais comme capables de faire quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Pensez-vous que cela fera une différence? Je le crois. Cela ne résoudra pas tout du jour au lendemain, mais c'est un début. Le respect est souvent le premier pas vers l'acceptation. Quand Grant quitta l'école cet après-midi-là, son esprit bourdonnait de tout ce que Madame Carvé lui avait dit. Il conduisit en pilote automatique, traitant les implications de ce qu'il venait de découvrir. Les filles qu'il avait recueillies par compassion n'étaient pas seulement des enfants vulnérables qui avaient besoin de soins. C'étaient des esprits extraordinaires qui avaient besoin d'être nourris intellectuellement. Ce qui avait commencé comme un acte de charité était devenu quelque chose de bien plus important. À la maison, pendant que Wheeler et Junie faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, Grant les observait avec des yeux neufs. Elle travaillait avec une concentration et une efficacité qu'il avait attribuées à la maturité forcée de la vie dans la rue. Mais maintenant, il réalisait que c'était autre chose, un indicateur d'esprit qui traitait l'information différemment, plus efficacement. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Grant resta dans son bureau, faisant des recherches sur tout ce qui concernait les enfants surdoués, les programmes éducatifs avancés et les moyens de nourrir des talents exceptionnels. Vers minuit, il se pencha en arrière sur sa chaise. Une prise de conscience s'était cristallisée dans son esprit. Ce qui avait commencé comme une décision émotionnelle d'aider deux enfants sans abri était devenu quelque chose de beaucoup plus vaste. Il n'élevait pas seulement deux petites filles. Il façonnait deux avenirs qui pourraient être extraordinaires. C'était une responsabilité qui à la fois le terrifiait et l'inspirait au plus haut point. Grant ouvrit un tiroir et en sortit un dossier qu'il évitait depuis des semaines, les papiers pour entamer le processus d'adoption permanente. Il avait hésité parce que la garde temporaire semblait moins définitive, moins intimidante. Mais maintenant, après ce qu'il avait vu et entendu, Grant comprenait que ce n'était plus une expérience temporaire. Wheeler et Junie n'étaient pas seulement deux enfants qu'il aidait. Elles étaient ses filles, dans tous les sens du terme. Il prit un stylo et commença à remplir les formulaires. Chaque signature, chaque section complétée était un engagement, non seulement envers leur présent, mais envers un avenir qu'il savait désormais illimité en potentiel. Dehors, la ville dormait, mais Grant travailla jusqu'à l'aube, finalisant sur papier ce que son cœur savait déjà, que ces deux filles extraordinaires étaient sa famille, et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour leur donner non seulement amour et sécurité, mais toutes les opportunités que leurs esprits brillants méritaient. Ce qui avait commencé par compassion était devenu le projet le plus important de sa vie. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain, mais Grant le sentait dans l'air, comme la promesse de pluie un après-midi d'été. D'abord, il y eut les regards. Là où il y avait eu auparavant du dédain ou de l'indifférence, il y avait maintenant une curiosité prudente. Les enfants de Westbrook Academy observaient Wheeler et Junie avec une attention différente, comme s'ils les voyaient enfin pour ce qu'elles étaient réellement, au lieu de ce qu'ils imaginaient. La deuxième semaine après l'incident de mathématiques, Grant remarqua que les filles rentraient à la maison avec des expressions légèrement moins tendues. Toujours prudentes, toujours réservées, mais il y avait quelque chose de nouveau dans leur posture, un soupçon de confiance. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-il un mercredi alors qu'elles enlevaient leur manteau près de la porte. « C'était différent, » dit Wheeler, choisissant ses mots avec soin. « Différent comment ?» Tommy Peterson m'a demandé si je pouvais l'aider avec ses devoirs de maths, dit Junie, l'air surprise. Il ne m'avait jamais parlé avant, sauf pour, eh bien, être méchant. Grant sentit une étincelle d'espoir. « Tu l'as aidé ?» Oui, et il a dit merci. Junie semblait étonnée, comme si la politesse élémentaire de Tommy était inattendue. « C'est un début, » dit Grant, essayant de ne pas montrer à quel point cette petite victoire comptait pour lui. Vendredi, le changement fut plus évident. Grant allait chercher les filles à l'école quand il vit quelque chose qui lui fit chaud au cœur. Wheeler était assise sur un banc dans la cour, expliquant patiemment un problème de maths à 3 camarades de classe rassemblés autour d'elle, comme si elle était une enseignante miniature. Non loin de là, Junie montrait à Sarah Chen comment plier un motif d'origami complexe, ses petites mains façonnant habilement le papier avec la précision d'une artiste. Sarah, la même fille qui avait chuchoté des remarques cruelles des semaines auparavant,
regardait maintenant Junie avec une fascination sincère. Monsieur Morrison. Grant se tourna pour voir Madame Carvey s'approcher avec un sourire. Elle s'intègre bien, nota l'enseignante, suivant son regard vers l'endroit où se trouvaient les filles. C'est impressionnant comme les choses peuvent changer quand les enfants réalisent qu'ils ont quelque chose à apprendre les uns des autres. Elle semble plus heureuse, dit Grant, regardant Junie rire alors que Sarah réussissait un pli particulièrement délicat. Et plus confiante. Hier, Wheeler a levé la main pour répondre à une question de science qui a laissé la moitié de la classe perplexe. Et quand elle l'a expliqué, elle était si claire que même moi, j'ai appris quelque chose de nouveau. Grant sourit. Elles ont toujours été spéciales. Elles avaient juste besoin d'une chance de le montrer. Eh bien, maintenant elles ont cette chance. Et les autres enfants commencent à le voir aussi. Cet après-midi-là, au dîner, les filles furent plus bavardes que Grant ne les avait vues depuis des semaines. Madison m'a invité à m'asseoir à sa table au déjeuner, dit Junie en mélangeant sa purée de pommes de terre. Elle a dit que je fais les plus beaux origamis qu'elle ait jamais vus. Et Marcus Williams m'a demandé si je voulais rejoindre le club d'échecs, ajouta Wheeler. Il a dit que si je suis bonne en maths, je pourrais être bonne aux échecs aussi. Grant posa sa fourchette. Tu veux rejoindre le club d'échecs? Je veux essayer, dit Wheeler avec une timidité que Grant voyait rarement chez elle. Tu penses que je peux? Ma chérie, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux apprendre les échecs, on achètera un jeu pour qu'on puisse s'entraîner à la maison aussi. Les yeux de Wheeler s'illuminèrent d'une manière qui fit battre le cœur de Grant. Vraiment? Vraiment. Dans les semaines suivantes, les invitations se multiplièrent. Invitations à déjeuner ensemble, à jouer à la récréation, à collaborer sur des projets de groupe. Les filles, qui pendant si longtemps avaient été des parias dans la classe, se retrouvèrent soudain au centre d'un réseau social grandissant. Grant observait cette transformation avec un mélange de fierté et de soulagement. Quand elle rentrait à la maison maintenant, elle parlait d'amis, de plans pour le lendemain, d'invitations à des fêtes d'anniversaire, des conversations normales d'enfants normaux, et c'était tout ce qu'il avait toujours voulu pour elle. Mais un mardi soir, 3 semaines après l'incident de mathématiques, quelque chose se produisit qui changea tout pour Grant. Il était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand il entendit une petite dispute dans le salon. Rien de grave, juste le genre de désaccord quotidien entre frères et sœurs sur l'émission de télévision à regarder. Junie, c'est mon tour de choisir. Mais tu as choisi hier. Non, c'est toi qui as choisi hier. Grant sourit en lui-même, prêt à intervenir si nécessaire. Quand il entendit Junie dire « Bon, demandons à papa qui a choisi hier ». Le monde s'arrêta. Il se figea dans la cuisine, la cuillère en bois suspendue en l'air, la sauce bouillonnant dans la casserole, oubliée. Elles avaient dit papa. Pas Grant, pas Monsieur Grant. Papa. Papa, cria Wheeler depuis le salon. Tu te souviens qui a choisi l'émission hier soir? Grant essaya de répondre, mais constata qu'il ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était complètement nouée et ses yeux le brûlaient de larmes qu'il luttait pour retenir. Papa? Junie apparut dans l'embrasure de la cuisine, fronçant les sourcils avec inquiétude. Ça va? Grant s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre contenance. Je vais très bien, ma chérie. Vous pouvez régler ça entre vous. D'accord. Mais Junie le connaissait maintenant assez bien pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Tu pleures? Dit-elle en s'approchant. Je ne pleure pas, mentit Grant, alors même qu'une larme glissait sur sa joue. Wheeler apparut aussi dans la cuisine, et les 2 filles se tinrent de chaque côté de lui, le regardant avec inquiétude. On a fait quelque chose de mal? Demanda Wheeler, sa voix petite et anxieuse. Grant s'agenouilla pour être à leur hauteur, incapable de retenir plus longtemps ses larmes. Non, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait quelque chose de très, très bien. Quoi? Demanda Junie, confuse. Vous m'avez appelé papa. Les 2 se regardèrent, et Grant vit le moment exact où elles réalisèrent ce qu'elles avaient fait. C'est comme ça qu'on pense à toi, dit simplement Wheeler. Tu es notre papa. Tu t'occupes de nous, tu nous protèges, tu nous aimes, ajouta Junie. N'est-ce pas ce que font les papas? Grant les serra dans ses bras, ne prenant plus la peine de cacher ses larmes. C'est exactement ce que font les papas, murmura-t-il contre leurs cheveux. Et vous 2, vous êtes mes filles spéciales. Ils restèrent ainsi un long moment, blottis dans la cuisine, tandis que la sauce oubliée bouillonnait sur la cuisinière. Grant avait l'impression que quelque chose de fondamental s'était mis en place,
comme une pièce manquante qui avait enfin été trouvée. Quand ils se lâchèrent enfin, Junie le regarda avec ce sérieux surprenant qu'elle avait parfois. « Tu n'as jamais eu de vraie famille avant, n'est-ce pas, papa ?» La question le prit au dépourvu. « J'ai eu vous deux, et j'ai une fille, Nora, qui vit loin. » « Mais tu étais seul avant notre arrivée, » dit Wheeler. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. « J'étais migrante. »« On était seuls aussi, » dit Junie. « Mais maintenant, on t'a, et tu nous as, et on s'a l'une l'autre, » ajouta Wheeler. Grant sourit à travers ses larmes. « C'est vrai. On est une famille. »« Une vraie famille, » affirma Junie. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, Grant resta longtemps dans le salon, laissant ce qui s'était passé s'imprégner. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Il n'était pas seulement un pourvoyeur ou un gardien. Il était un papa, au sens le plus profond du terme. Mais il y avait une ombre sur son bonheur, une conscience persistante que la famille qu'il avait trouvée n'était toujours pas complète. Quelque part à travers le pays, Nora grandissait sans lui, vivant sa propre vie avec des gens qui remplissaient des rôles qu'il aurait dû remplir. Grant regarda la photo sur l'étagère, où Nora souriait à l'appareil photo dans une image qui semblait appartenir à un autre siècle. 3 personnes importantes dans sa vie. 2 qu'il appelait papa et dormaient en sécurité à l'étage, et une qui se souvenait à peine de ce que c'était de l'avoir près d'elle. Il prit son téléphone, le regarda un long moment, puis le reposa. Pas ce soir. Ce soir était pour savourer ce qu'il avait accompli, pour se laisser ressentir la joie pure d'avoir enfin une famille fonctionnelle. Mais une partie de lui savait qu'il devrait bientôt prendre une décision concernant Nora. Wheeler et Junie lui avaient donné quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Un vrai foyer, une vraie famille. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen d'intégrer Nora à cette famille aussi. Pour l'instant, cependant, Grant se contenta de s'asseoir dans le salon silencieux, écoutant le doux son de 2 petites filles dormant en sécurité à l'étage, sachant que pour la première fois depuis longtemps, il était exactement là où il devait être. Il était un papa. Elles étaient ses filles. Ils étaient une famille. Et pour l'instant, c'était suffisant. Grant avait répété ces mots 1000 fois. Pendant 3 jours d'affilée, depuis que Wheeler et Junie l'avaient appelé papa pour la première fois, il avait fixé son téléphone, composant mentalement le numéro qu'il connaissait par cœur, imaginant comment il commencerait la conversation. « Sarah, c'est moi. Sarah, il faut qu'on parle. Sarah, je sais que je n'ai aucun droit, mais... » Chaque entrée en matière semblait inadéquate, trop petite pour le poids de ce qu'il avait à dire. Comment demander pardon pour des années de négligence ? Comment expliquer qu'on comprend enfin ce que signifie être père, mais seulement parce que 2 filles qui n'étaient pas biologiquement les vôtres vous l'avaient appris ? C'était un jeudi soir. Wheeler et Junie étaient dans leur chambre, faisant leurs devoirs, leur douce voix dérivant dans le couloir alors qu'elles discutaient de problèmes de maths. Grant était dans son bureau, fixant le téléphone comme si c'était un artefact extraterrestre. Il avait passé toute la journée au travail, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Des contrats importants attendaient sa signature, des projets de plusieurs millions de dollars nécessitaient son attention, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Nora. Comment elle avait grandi sans lui, comment ses propres mots, quand j'aurai le temps, étaient devenus une barrière insurmontable entre eux. Sa vie avait changé si radicalement qu'il se regardait parfois dans le miroir, cherchant des signes physiques de la transformation qu'il ressentait à l'intérieur. L'homme qui était devenu le père de Wheeler et Junie était fondamentalement différent de l'homme qui avait perdu Nora en étant toujours trop occupé. Mais la question qui le hantait était, est-il trop tard pour appliquer ce qu'il avait appris ? Grant décrocha le téléphone, composa les premiers chiffres et raccrocha. Il fit cela 3 fois avant de finalement laisser l'appel aboutir. Le téléphone sonna 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. « Allô ?» La voix de Sarah était exactement comme il s'en souvenait, douce, mélodieuse, mais avec une pointe de prudence qui n'était pas là quand ils étaient mariés. « Sarah, c'est moi, Grant. » Une pause. Grant imagina Sarah jetant un coup d'œil à l'horloge, fronçant les sourcils, se demandant si quelque chose s'était passé pour qu'il appelle en dehors de leurs appels téléphoniques mensuels convenus, quand ils avaient lieu. « Grant, tout va bien ? Tu n'appelles jamais à cette heure. »« Tout va bien. Je voulais te parler de Nora, de nous, de beaucoup de choses. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Grant, si c'est à propos d'argent ou de changer la pension alimentaire. »« Ce n'est pas à propos d'argent, » interrompit Grant, peut-être avec plus d'urgence qu'il ne le voulait. « Sarah, je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit.
Je sais que j'ai tout gâché, mais elle me manque. Notre fille me manque. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que Grant se demanda si l'appel avait été coupé. Grant, dit enfin Sarah, sa voix plus douce maintenant. Elle t'a toujours manqué. Le problème n'a jamais été qu'elle ne te manquait pas. Le problème, c'est que tu n'as jamais rien fait à ce sujet. Les mots piquaient, mais Grant savait qu'ils étaient vrais. Je sais, dit-il. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été un père terrible. Mais, il s'arrêta, cherchant les mots justes. Quelque chose a changé dans ma vie, Sarah. J'ai changé. Qu'est-ce qui a changé? Grant jeta un coup d'œil vers le couloir, où il pouvait entendre Junie interroger Wheeler sur un projet scientifique. J'ai appris ce que signifie vraiment être père. Sarah rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Grant, tu es père depuis 8 ans. Un peu tard pour cette prise de conscience, tu ne crois pas? Oui, Amil. C'est tard, peut-être trop tard, mais je devais t'appeler parce que je comprends enfin ce que tu essayais de me dire toutes ces années. Et qu'est-ce que j'essayais de te dire? Que être présent, ce n'est pas seulement être physiquement dans la même maison. Que l'amour, ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais. Que les enfants ont besoin de toi, non pas quand tu as le temps, mais quand ils ont besoin de toi. Un autre silence. Puis Grant continua, Sarah, je n'appelle pas pour demander qu'on se remette ensemble. Je sais que ce temps est révolu. Je sais que tu as refait ta vie. Et Nora a une famille qui est probablement meilleure que tout ce que j'aurais pu offrir à l'époque. Alors pourquoi appelles-tu? Grant prit une profonde inspiration. Parce que je veux essayer d'être le père qu'elle mérite. Même si c'est tard. Même si c'est difficile. Même si elle ne veut pas de moi. La voix de Sarah semblait différente maintenant. Plus réfléchie. Moins défensive. Grant, que s'est-il passé? Tu as l'air différent. J'ai adopté 2 filles, dit-il simplement. Enfin, je suis en train de les adopter. Elles ont 6 ans, des jumelles. Elles vivaient dans la rue. Tu as adopté? Elles m'ont appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Elles m'ont appris ce que signifie mettre quelqu'un avant le travail, avant les affaires, avant moi-même. Grant pouvait entendre Sarah respirer à l'autre bout du fil. Et maintenant tu veux appliquer ces leçons à Nora? Je veux essayer. Si elle le veut, si tu me le permets. Sarah marqua une pause, et il l'imagina passer une main dans ses cheveux, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle réfléchissait à quelque chose d'important. Nora demande de tes nouvelles parfois. Plus que tu ne le penses. Le cœur de Grant se serra. Vraiment? Elle demande si tu vas bien, si tu travailles toujours autant. Si tu te souviens encore d'elle. Mon Dieu, Sarah, bien sûr que je me souviens d'elle. C'est ma fille. Je sais ça. Mais elle ne le sait pas. Pour elle, tu es la personne qui était toujours trop occupée, qui avait toujours une réunion plus importante. Grant ferma les yeux, supportant tout le poids de ses erreurs. Comment puis-je réparer ça? Je ne sais pas si tu peux, dit honnêtement Sarah. Mais peut-être que tu peux construire quelque chose de nouveau. Serait-elle d'accord pour me voir? Une autre longue pause. Grant, je vais être honnête. Robert est un père merveilleux pour elle. Il est présent, impliqué. Il ne manque jamais un récital ou une réunion parents-professeurs. Nora l'adore. Grant sentit cette pointe familière d'envie et de regret. Mais Sarah continua, elle sait aussi qu'elle a un autre père. Et je n'ai jamais mal parlé de toi devant elle, même quand j'étais en colère. Alors oui, je pense qu'elle aimerait te voir. Vraiment? Vraiment. En fait, Sarah hésita. Je serai là la semaine prochaine pour une conférence de travail. Je pourrais l'emmener avec moi, si tu veux. L'espoir submergea Grant comme un raz-de-marée. Tu ferais ça? Je peux y aller doucement. Pas de pression. Peut-être juste un déjeuner ou un après-midi. Elle veut te voir, Grant. Elle l'a toujours voulu. Grant dut s'asseoir. Ses jambes semblaient soudain incapables de le porter. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu seras vraiment là cette fois. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Qu'elle aura toute ton attention. Elle l'aura, promis Grant. Toute mon attention. Et Grant, ces filles que tu as adoptées. Nora les rencontrera? Grant n'y avait pas pensé. Si elle le veut, si tu penses que c'est approprié. Je pense que ce serait bien pour elle. Elle a toujours voulu des frères et sœurs. Quand Grant raccrocha, 20 minutes plus tard, ses mains tremblaient. Il resta longtemps dans son bureau,
assimilant ce qui venait de se passer. Nora serait là la semaine prochaine. Sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois, serait ici, chez lui, rencontrant Wheeler et Junie. La porte du bureau s'ouvrit doucement et Junie se tint sur le seuil. « Papa, ça va? Tu as l'air différent. » Grant la regarda, l'une des 2 petites filles qui lui avaient appris ce que signifiait être père, et sourit. « Je vais très bien, ma chérie. En fait, j'ai une nouvelle à partager avec toi et Wheeler. »« Quel genre de nouvelle? » ?»« Ma fille Nora viendra nous rendre visite la semaine prochaine. » Les yeux de Junie s'écarquillèrent. « Ton autre fille? Celle qui vit loin? »« Oui, vous allez la rencontrer. » Junie courut vers la chambre, et Grant entendit des bavardages excités entre elle et Wheeler. Quelques minutes plus tard, elles apparurent toutes les 2 dans le bureau. « C'est vrai? Nora vient? » demanda Wheeler. « C'est vrai. »« Est-ce qu'elle nous aimera? » demanda Junie, sa voix pleine d'une anxiété familière. « Elle vous adorera, » dit Grant avec conviction. « Tout comme moi. » La semaine suivante, Grant fut plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été pour une affaire importante. Il rangea la maison 3 fois, acheta assez de provisions pour une armée et changea de vêtements 2 fois avant l'arrivée de Sarah et Nora. Wheeler et Junie étaient presque aussi nerveuses que lui. Elles avaient choisi leur plus belle tenue et se comportaient de manière inhabituellement formelle, comme si elles se préparaient à rencontrer la royauté. Quand la sonnette retentit, Grant prit une profonde inspiration avant d'ouvrir. Sarah se tenait là, plus âgée mais toujours belle, souriant nerveusement. Et à côté d'elle, Nora avait tellement grandi que Grant la reconnut à peine. Elle était plus grande, ses cheveux plus longs, et ses yeux étaient plus sérieux qu'il ne s'en souvenait. Elle portait une robe bleue et tenait un petit sac à dos contre sa poitrine. « Salut papa, » dit-elle, et sa voix était plus mûre, plus réservée qu'il ne s'y attendait. « Salut ma chérie, » répondit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu as tellement grandi. »« Tu as l'air différent aussi, » dit-elle en l'étudiant curieusement. Sarah sourit. « Je la récupérerai à 17h. »« D'accord, amusez-vous bien. » Quand Sarah partit, Grant, Nora, Wheeler et Junie restèrent debout dans le salon, dans un mélange d'attente inconfortable et de nervosité. « Alors, » dit enfin Grant. « Voici Wheeler et Junie. Les filles, voici Nora. »« Salut, » dirent Wheeler et Junie à l'unisson, clairement répété. « Salut, » répondit Nora, ses yeux passant d'une fille à l'autre avec curiosité. Le déjeuner fut initialement tendu. Nora répondait poliment aux questions, mais il y avait une distance dans ses réponses qui brisait le cœur de Grant. Elle semblait tout observer, comment il interagissait avec Wheeler et Junie, comment elle se comportait avec lui, comment fonctionnait cette nouvelle dynamique familiale. C'est pendant le dessert que quelque chose changea. Junie parlait de l'école, de la façon dont elle et Wheeler commençaient à se faire des amis. Quand Nora demanda « Étiez-vous triste avant de venir vivre ici ?» La question prit tout le monde au dépourvu. Wheeler et Junie échangèrent un regard. Parfois, admit Wheeler. On se sentait seul. Je me sens seul parfois, dit doucement Nora. Même si j'ai une famille. Grant sentit son cœur se briser. Pourquoi, ma chérie? Nora le regarda avec ses yeux sérieux. Parce que j'ai toujours voulu un papa qui voulait être avec moi, pas seulement me voir de temps en temps. Grant ne savait pas quoi dire. Comment dire à un enfant qu'on ne savait pas comment être père avant d'apprendre d'autres enfants? Nora, dit-il enfin. J'ai toujours voulu être avec toi. C'est juste, je ne savais pas comment. Et maintenant tu sais? Grant regarda Wheeler et Junie, qui observaient tranquillement la conversation. J'apprends, répondit-il honnêtement. Tous les jours. Le reste de l'après-midi se déroula plus facilement. Nora se détendit progressivement, riant aux blagues de Junie, impressionnée par l'intelligence de Wheeler, participant au jeu de société avec un enthousiasme croissant. Quand Sarah revint la chercher, Nora était assise à la table de la cuisine, en train de dessiner. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Grant en s'asseyant à côté d'elle. « Notre famille, » dit-elle simplement. Grant regarda le dessin. Il montrait 4 bonshommes allumettes, un grand homme et 3 filles de taille légèrement différentes, tous se tenant la main, tous souriants. « C'est magnifique, » dit Grant, la voix brisée. Nora le regarda, puis regarda Wheeler et Junie qui faisaient la vaisselle du dessert, et de nouveau son dessin. « On n'est pas encore ça, » dit-elle en pointant le dessin. « Mais on pourrait l'être, n'est-ce pas ?» Grant sentit les larmes monter. Il prit le dessin comme si c'était l'artefact le plus précieux au monde. « Oui, ma chérie. Si tu le veux, on peut l'être. »
Quand Sarah et Nora partirent, Grant resta dans le salon, tenant le dessin. Wheeler et Junie s'assirent sur le canapé à côté de lui. « Elle a l'air gentille, » dit Junie. « Elle est vraiment intelligente, » ajouta Wheeler. « Et elle dessine bien. »« Elle vous aime bien, » dit Grant. « J'ai pu le voir. »« Tu penses qu'elle voudrait être notre sœur ?» demanda Junie avec hésitation. Grant regarda à nouveau le dessin. 4 bonshommes allumettes représentant une famille qui n'existait pas encore, mais qui pourrait. « Je pense que oui, » dit-il. « Je pense qu'on veut tous la même chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Wheeler. Grant passa ses bras autour des 2 filles, tenant toujours le dessin de Nora. Une vraie famille, tous ensemble. Cette nuit-là, Grant plaça le dessin de Nora sur le réfrigérateur, à côté des travaux scolaires de Wheeler et Junie. Un petit geste, mais il symbolisait quelque chose de plus grand. Un espace qui se créait. Une porte laissée ouverte à une possibilité qui semblait soudain à portée de main. Il savait que ce serait difficile, qu'il y aurait des obstacles, des conversations difficiles, des moments de doute. Mais pour la première fois depuis la naissance de Nora, Grant sentit qu'il comprenait vraiment ce que signifiait se battre pour une famille, et il était prêt à se battre. Le jardin du Penthouse n'avait jamais été utilisé pour des conversations sérieuses. Grant avait engagé des paysagistes pour créer un espace vert sur la terrasse du toit, mais cela avait toujours été plus une question de statut que de fonction. Les plantes étaient bien entretenues par une équipe de service, les chaises en fer forgé restaient impeccables sous une élégante pergola, mais jusqu'à quelques semaines auparavant, l'endroit voyait rarement âme qui vive. Maintenant, avec Wheeler et Junie courant entre les plantes et Nora explorant prudemment chaque recoin de la terrasse lors de sa 2e visite, le toit avait enfin un but. Les filles étaient de l'autre côté, près d'une petite fontaine, parlant doucement pendant que Junie apprenait à Nora à plier une autre figure d'origami. Sarah était assise sur l'une des chaises, observant les filles avec une expression pensive que Grant reconnaissait de l'époque de leur mariage. C'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle triait quelque chose d'important dans son esprit, organisant ses pensées avant de parler. « Grant » dit-elle sans quitter les filles des yeux. « On peut parler ?» Il s'assit sur la chaise à côté d'elle, sentant une tension familière s'installer entre eux. Ce n'était pas de l'hostilité, ces jours étaient révolus. Mais il y avait une formalité prudente qui serait toujours là maintenant. « Bien sûr, » répondit-il. Sarah resta silencieuse un moment, regardant Nora rire quand Junie plia un oiseau en papier plus élaboré que les autres. « Elle est différente ici, » dit enfin Sarah. Plus détendue, plus libre. Grant regarda Nora, qui essayait de reproduire le pli complexe de Junie. « Différente comment ? » À la maison, elle est plus réservée, plus prudente, comme si elle s'assurait toujours d'être la fille parfaite. Et ici, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Sarah se tourna pour le regarder directement. Ici, elle peut juste être une enfant. Peut-être parce que Wheeler et Junie le lui permettent. Grant hocha la tête, ne sachant pas trop comment répondre. Il avait remarqué la même chose, comment Nora semblait plus légère lorsqu'elle jouait avec les jumelles, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. « Grant » dit Sarah, sa voix plus sérieuse maintenant. « J'ai besoin de dire quelque chose. Des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Il se prépara à ce qui allait arriver. Les conversations avec Sarah ressemblaient toujours à des champs de mines, pleins de blessures non résolues et d'accusations qu'il savait mériter. « Notre relation n'a pas fonctionné, » commença-t-elle, « parce que tu étais arrogant et que tu vivais pour ton travail. » Les mots piquaient, mais Grant ne protesta pas. Il s'y attendait. J'étais seul, Grant. Complètement seul. Marié, mais seul. Nora grandissait et je l'élevais pratiquement seul. Tu étais physiquement là parfois, mais jamais vraiment là. Grant baissa la tête, étudiant ses propres mains. Tout ce que Sarah disait était vrai, et il le savait. Quand tu manquais son récital, ou que tu oubliais une réunion scolaire, ou que tu prenais des appels professionnels pendant le dîner, tu avais toujours une excuse. Il y avait toujours quelque chose de plus important qui se passait. Sarah, laisse-moi finir, dit-elle fermement. Quand j'ai eu la chance de recommencer, je suis partie. J'ai pris la mutation sur la côte, j'ai déménagé avec Nora. Oui, j'ai élevé notre fille comme je pensais que c'était le mieux. Quand j'ai rencontré Robert, je l'ai épousé parce qu'il était tout ce que tu n'étais pas. Présent, dévoué, intéressé à être père. Grant sentit l'ancienne pointe de jalousie et de regret, mais resta silencieux. Et toutes ces années, j'ai porté de la colère. Colère que tu aies gâché notre famille. Colère que Nora ait grandi en se demandant pourquoi son père ne voulait pas d'elle.
J'ai toujours voulu d'elle, dit doucement Grant. Non, Grant. Tu la voulais quand ça arrangeait ton emploi du temps. Il y a une différence. Le silence s'étira entre eux. De l'autre côté du jardin, on entendait les filles rire, une bande-son étrangement appropriée pour une conversation sur une famille perdue et retrouvée. Sarah prit une profonde inspiration avant de continuer. Mais maintenant, elle marqua une pause, analysant son visage. Mais maintenant, tu es un homme différent. Grant leva les yeux pour la voir l'étudier avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Je le vois dans la façon dont tu regardes Wheeler et Junie. Je le vois dans la façon dont elle te regarde. Je le vois dans la façon dont Nora réagit à toi maintenant. Sarah, tu as changé, Grant. Vraiment. Et je dois admettre qu'une partie de moi est en colère à ce sujet aussi. En colère? En colère que tu aies eu besoin d'autres enfants pour apprendre à être père pour ta propre fille. L'honnêteté brute des mots de Sarah frappa Grant comme un coup de poing à l'estomac. Mais elle continua, une autre partie de moi est soulagée, parce que peut-être maintenant Nora peut avoir le père qu'elle a toujours mérité. Grant ne savait pas quoi dire. Toutes les excuses et justifications qu'il avait formulées au fil des ans semblaient creuses devant l'honnêteté brutale de Sarah. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai ruiné, dit-il enfin. Tu ne peux pas le réparer, répondit Sarah. Le passé est le passé. Nora a grandi sans toi d'une manière qui ne peut être annulée. Mais tu peux construire quelque chose de nouveau. Comment? En étant là. Pour de vrai. Pas quand c'est pratique. Pas quand il n'y a rien de plus important en cours. Mais quand elle a besoin de toi. Même quand c'est difficile, même quand ça entre en conflit avec tes plans. Grant regarda Nora, tenant un origami légèrement tordu mais souriant comme si c'était un chef-d'œuvre. Est-ce qu'elle veut ça? Demanda-t-il. Après tout, c'est une enfant, Grant. Les enfants veulent l'amour de leurs parents, même quand les parents ne le méritent pas. Elle t'a toujours voulu. La question, es-tu vraiment prêt pour elle? Grant resta silencieux un long moment, laissant tout ce que Sarah avait dit s'imprégner. Pour la première fois, il comprit pleinement ce qu'il avait perdu. Pas seulement un mariage, mais des années de la vie de sa fille qu'il ne récupérerait jamais. Je ne peux pas revenir en arrière, dit-il. Non. Et je ne peux pas promettre d'être parfait. Personne ne demande la perfection. On demande la présence. Grant regarda Sarah, cette femme qu'il avait aimée et perdue par sa propre arrogance et sa négligence. Pourquoi me donnes-tu cette chance? Sarah eut un sourire triste. Parce que je vois comment Nora regarde Wheeler et Junie. Elle veut des sœurs. Elle veut faire partie de quelque chose de plus grand. Et peut-être qu'elle peut avoir ça avec toi d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu avoir avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Robert est un père merveilleux, mais Nora sera toujours la fille qu'il a émotionnellement adoptée. Avec toi, elle peut faire partie de quelque chose qui se construit à partir de zéro. Quelque chose où elle n'est pas seulement un ajout, mais une pièce fondamentale. Grant comprit. Nora pouvait faire partie de la famille qu'il construisait avec Wheeler et Junie, non pas comme une visiteuse, mais comme un membre central. Ça veut dire que tu devrais être sincèrement présent. Ça veut dire une vraie garde partagée, pas seulement des visites sporadiques. Ça veut dire que Nora pourrait passer les étés ici, les vacances, avoir sa propre chambre, faire partie de la vie quotidienne de Wheeler et Junie. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Et si j'échoue encore? Sarah le regarda droit dans les yeux. Alors tu briserais le cœur de ta fille d'une manière qui pourrait ne jamais être réparée. Donc, tu dois être sûr, Grant. Absolument sûr que tu es prêt à la mettre avant tout le reste. Grant regarda les trois filles, maintenant toutes concentrées sur un projet d'origami collaboratif, leurs têtes penchées l'une près de l'autre, chuchotant et rigolant. Pour la première fois, il réalisa que reconstruire exigeait plus que simplement reconnaître ses erreurs. Cela exigeait le courage de construire quelque chose d'entièrement nouveau sur les ruines de ce qu'il avait détruit, et cela exigeait l'humilité d'accepter qu'il devrait prouver chaque jour qu'il était digne de la seconde chance qu'on lui offrait. « Je suis prêt », dit-il, et pour la première fois, il le crut vraiment. Les week-ends avaient pris une nouvelle routine aux Pentous. Chaque vendredi après-midi, Grant conduisait à l'aéroport pour aller chercher Nora, qui arrivait sur le vol de 16h30 en provenance de la côte est. Wheeler et Junie insistaient toujours pour l'accompagner, se tenant sur la pointe des pieds à la porte des arrivées, cherchant la silhouette familière de leur nouvelle sœur. C'était le 4e week-end consécutif que Nora venait, et Grant voyait comment chaque visite la rendait plus à l'aise. La première fois, elle était polie mais distante. La deuxième, elle commença à se détendre.
La troisième, elle rit ouvertement aux blagues de Junie et posa de vraies questions sur l'école de Villeur. Maintenant, en regardant les trois filles à la table de la cuisine un samedi après-midi, Grant sentit que quelque chose de spécial se passait. Nora était penchée sur un livre de mathématiques de 4e année, fronçant les sourcils avec concentration. Elle avait progressé scolairement dans son école de la côte, mais certains concepts la mettaient encore au défi. Villeur et Junie étaient de l'autre côté de la table, faisant apparemment leurs propres devoirs, mais Grant remarqua qu'elle jetait continuellement des coups d'œil curieux à Nora. Argue, soupira Nora en jetant son crayon. Je n'arrive pas à comprendre cette division longue. C'est tellement confus. Villeur leva les yeux de son livre de sciences. Quelle partie est difficile? Tout, admit Nora, frustrée. À mon école, il l'explique d'une manière qui n'a pas de sens. Junie se leva et se dirigea vers Nora, regardant par-dessus son épaule le problème. Je peux voir? Nora hésita un instant. Elle était habituée à être la fille qui devait gérer les problèmes seule. Mais quelque chose dans le ton doux de Junie la fit hocher la tête. Bien sûr. Villeur les rejoignit, et Grant observa leurs trois têtes penchées sur le livre. Regarde, dit doucement Junie. La division longue, c'est juste décomposer le problème en plus petites parties, comme casser un gros biscuit en petits morceaux. C'est comme la fois où on a résolu ce problème difficile au tableau à l'école, ajouta Villeur. Tu te souviens comment on a séparé l'équation en petits bouts faciles? Nora hocha la tête, toute son attention sur ses sœurs. Alors regarde, continua Villeur en prenant un crayon. Tu as 144 divisé par 12. Au lieu de tout faire d'un coup, tu te demandes combien de fois 12 entre dans 14. Une fois, s'aventura Nora. C'est ça, sourit Junie. Et qu'est-ce qui reste? 2. Parfait. Maintenant tu descends le chiffre suivant. Grant observait, fasciné, Villeur et Junie faire équipe pour enseigner à Nora. Il n'y avait aucune condescendance dans leur voix, juste une patience sincère. Elles expliquaient chaque étape de multiples façons, utilisaient différentes analogies quand l'une ne fonctionnait pas, et célébraient chaque petite percée que Nora faisait. Vous deux êtes des génies, déclara Nora quand elle résolut enfin le problème toute seule, son visage rayonnant d'un sourire sincère. Sérieusement, vous expliquez mieux que mon professeur. Villeur rougit légèrement. On aime juste les maths, et on aime aider, ajouta Junie. Elles retournèrent à leur place, mais Grant remarqua que l'atmosphère avait changé. Il y avait une nouvelle camaraderie entre les trois, un lien qui n'existait pas auparavant. 1 heure plus tard, les filles étaient par terre dans le salon, chacune travaillant sur des projets différents. Nora coloriait une carte de géographie, Villeur lisait un livre d'astronomie, et Junie créait une série de pièces d'origami élaborées, disposées en rangées colorées. Junie, dit Nora sans lever les yeux de sa carte. Tu as un crayon vert? Le mien s'est cassé. J'en ai un, sœurette. Tu peux prendre le crayon vert dans mon sac à dos? Les mots sortirent naturellement, sans réflexion consciente. Junie demandait à Villeur de lui passer le crayon, mais elle avait appelé Nora sœurette, le mot qu'elle et Villeur avaient toujours utilisé l'une pour l'autre. Tout le monde se figea. Grant, qui faisait semblant de lire le journal sur le canapé, sentit son cœur battre la chamade. Villeur leva les yeux de son livre, surprise. Junie s'immobilisa, soudain consciente de ce qu'elle avait dit. Et Nora? Nora se leva simplement, alla au sac à dos de Junie, prit le crayon vert et le tendit à sa jeune sœur. Tiens, dit-elle en souriant. Pas de drame, pas de grande déclaration émotionnelle ni de reconnaissance formelle de ce qui venait de se passer. Nora passa simplement le crayon et retourna à sa place par terre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais Grant vit le petit sourire sur ses lèvres. Il vit comment Villeur se détendit, un soulagement visible passant sur son visage. Il vit comment Junie continuait à plier son papier, mais avec une expression plus légère, plus heureuse. Ce n'était pas seulement de l'affection. C'était plus profond que ça. C'était un lien. C'était la sororité en train de se former. Grant plia le journal et observa les trois filles travaillant dans un silence confortable. Chacune absorbée par sa propre tâche, mais toutes connectées par quelque chose d'invisible et pourtant tangible. Pour la première fois depuis que Nora avait commencé à venir, Grant s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait vraiment devenir la famille que Nora avait dessinée des semaines auparavant. 3 filles et un papa, tous souriants, tous connectés. Elles n'y étaient pas encore, mais elles étaient en chemin. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Chapitre 12, une proposition qui change tout.
Grant examinait des contrats lorsque sa secrétaire annonça que Madame Carvey était au téléphone. C'était un mardi après-midi, 4 mois après que Nora eut commencé ses visites régulières, et il ressentit immédiatement de l'inquiétude. Les appels de l'école pendant les heures de bureau apportaient rarement de bonnes nouvelles. « Madame Carvey, tout va bien avec les filles ? » « Tout va très bien, Monsieur Morrison. » La voix excitée de l'enseignante parvint à travers le combiné. « En fait, j'ai des nouvelles extraordinaires. Pourriez-vous venir à l'école aujourd'hui ? C'est à propos de Wheeler et Junie. » 1 heure plus tard, Grant se trouvait dans le bureau familier de Madame Carvey, la regardant organiser des papiers avec un enthousiasme à peine contenu. « Monsieur Morrison, commença-t-il, vous souvenez-vous quand nous avons parlé du potentiel exceptionnel de Wheeler et Junie ? » Bien sûr. Eh bien, je les ai inscrites au concours de mathématiques de l'État. C'est quelque chose que je fais occasionnellement avec des élèves spéciaux. Grant ressentit à la fois fierté et anxiété. Et Madame Carvey sourit largement. Elles n'ont pas seulement gagné le concours de l'État, Monsieur Morrison. Elles l'ont pulvérisé. Leur score était si élevé que les organisateurs les ont vérifiés 3 fois. Sérieusement. Et maintenant, elles ont été recommandées pour le concours national de mathématiques. En 25 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu d'élèves approchant ce niveau. Elles ont un potentiel énorme. Grant rentra chez lui dans un brouillard d'excitation. En arrivant, il trouva les 3 filles à la table de la cuisine, Wheeler et Junie faisant leurs devoirs, Nora, en long week-end, travaillant sur un projet artistique. « Les filles, dit-il en essayant de contenir son excitation. J'ai quelque chose à vous dire. » Elles levèrent toutes les yeux, curieuses. « Wheeler, Junie, vous vous souvenez de ce concours de maths auquel vous avez participé ? » « Bien sûr, dit Wheeler. C'était amusant. Eh bien, Madame Carvey m'a appelé aujourd'hui. Vous n'avez pas seulement gagné le concours de l'État. Vous avez été invité au concours national de mathématiques à Washington. » Un silence profond dura 3 secondes avant que les filles n'explosent de joie. Wheeler sauta de sa chaise, Junie poussa un cri de délice, et Nora posa ses crayons pour applaudir. « Le concours national ?» demanda Wheeler, incrédule. « C'est incroyable !» s'exclama Nora. « Vous allez concourir avec des enfants de tout le pays. » Grant partage la nouvelle à la maison. Les filles sautent de joie, Nora célèbre à leur côté. Pendant des jours, elles étudient, s'entraînent, rêvent. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Grant engagea un tuteur spécialisé, acheta des livres de mathématiques avancées et transforma une partie du salon en centre d'études. Wheeler et Junie s'y plongèrent corps et âme, étudiant ensemble pendant des heures, concevant des systèmes pour mémoriser des formules complexes. Nora devint leur pom-pom girl non officielle, fabriquant des cartes d'encouragement, préparant des encas pendant les sessions d'études et s'attaquant parfois elle-même à des problèmes plus simples. « Je ne suis pas un génie comme vous deux, dit-elle un soir. Mais je peux être la meilleure grande sœur du monde. » Le jour du concours, Grant était plus nerveux que les filles elles-mêmes. Ils s'envolèrent pour Washington DC où le premier voyage en avion de Wheeler et Junie, et Grant les regarda fièrement tout absorbés avec une curiosité scientifique. « Papa, demanda Wheeler alors que l'avion décollait. Tu penses que notre maman serait fière de nous ? » La question surprit Grant. Les filles mentionnaient rarement leur mère biologique. « J'en suis absolument sûr, répondit-il honnêtement. Le concours se déroula dans l'auditorium d'une université prestigieuse. Des centaines d'enfants de tout le pays remplissaient l'espace. Grant s'assit dans le public avec Nora, regardant Wheeler et Junie prendre leur place avec confiance, étonnamment calme. « Elles ont l'air si petites, murmura Nora. « Mais elles sont gigantesques, répondit Grant. Le concours dura 3 heures. Grant les regarda travailler, échangeant occasionnellement des regards encourageants. Elles ne semblaient pas stressées. Au contraire, on aurait dit qu'elles étaient exactement là où elles devaient être. Lorsque les résultats furent annoncés, Grant dut se retenir de crier. Première place dans la catégorie binôme, Wheeler et Junie Morrison. L'auditorium explosa. Grant sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant ses filles monter sur scène pour recevoir leur trophée. Elles se serrèrent dans les bras, rirent et lui firent signe, ainsi qu'à Nora. « Elles ont gagné !» dit Nora, incrédule. « Nos sœurs ont gagné. » Sur le chemin du retour à l'hôtel, Grant prit une décision spontanée. « Qui veut une pizza ?»« Nous toutes !» s'exclamèrent les 3 à l'unisson. Ils trouvèrent une pizzeria familiale. Pendant l'heure suivante, Grant regarda ses 3 filles rire,
raconter des blagues et revivre les moments du concours. Wheeler imitait l'un des juges, Junie démontrait comment elle résolvait les problèmes en utilisant des serviettes en papier, et Nora prenait des photos. Pour l'album de famille, expliqua-t-elle. Quand le serveur proposa de prendre une photo de tous, Grant n'hésita pas. Ils se serrèrent dans une banquette, Wheeler et Junie tenant le trophée, Nora étreignant ses sœurs, Grant les étreignant toutes. « Famille !» cria Nora quand le serveur dit Ouistiti, et ils éclatèrent tous de rire. La victoire appartenait à Wheeler et Junie, mais ce qu'ils célébraient était quelque chose de plus grand. La force d'une famille construite par l'amour. Quelques mois plus tard, la vie s'était installée dans une routine que Grant n'aurait jamais cru possible. Les matinées commençaient par le chaos organisé de 3 filles se préparant, une musique douce pendant le petit déjeuner, des rires dans les couloirs, le Penthouse, autrefois mausolée de succès vide, pulsait maintenant de vie. Grant avait finalisé l'adoption légale. Il était officiellement le père de Wheeler et Junie. Nora continuait de venir les week-ends, chaque visite semblant plus naturelle que la précédente. Sur le mur du salon, une nouvelle photo encadrée. Les 4 au parc, souriant, se serrant dans les bras, comme s'ils avaient toujours appartenu ensemble. La photo de la pizzeria de Washington DC capturait un moment de joie pure. Lors d'un dîner décontracté un jeudi, Wheeler regarda autour de la table et dit « Papa, c'est notre famille de fous. » Grant regarda ses 3 filles, 2 arrivées de la rue, une revenue après des années d'absence et sourit. « Fou » approuva-t-il en levant son verre de jus. « Imparfait, et à moi. »« À nous » corrigèrent les 3 à la fois en riant. Ils trinquèrent avec du jus d'orange, célébrant quelque chose de plus précieux que n'importe quel champagne ne pourrait honorer. En regardant ses filles débarrasser la table joyeusement, fredonnant une chanson inventée, Grant sut qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait sans même le savoir. Ce n'était pas le succès. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la reconnaissance. C'était ceci, ce moment, le sentiment d'être nécessaire, aimé, de faire partie de quelque chose de plus grand, une famille, enfin, le genre que votre cœur choisit d'aimer. C'était la famille. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine histoire.